suivez le journal télévisé sur Business 24 Africa. À présent, les titres. La société de conseil et d'assistance aux PME de Côte d'Ivoire a organisé du 28 au 1er mars à Assini un séminaire stratégique. Dans cette édition, nous parlerons de la 5e édition de la cérémonie de remise des clés aux acquéreurs de logements organisée par Adam Multiservice Entreprise qui s'est tenue dans la commune d'Anyama. Nous parlerons également des organisations fêtières des personnes handicapées en Côte d'Ivoire qui mènent un plaidoyer actif auprès des secteurs publics et privés pour une meilleure inclusion professionnelle. Abengourou a désormais sa représentation régionale de la MOUJFC, détail dans ce journal. Bienvenue sur la première chaîne panafricaine économique en actualité. Dans le cadre de sa mission de développement des PME ivoiriennes, la société de conseil et d'assistance aux PME de Côte d'Ivoire a organisé du 28 février au 1er mars à Assini un séminaire stratégique. Cette retraite vise à définir un modèle économique robuste pour assurer la viabilité de la SOCACI et en faire un acteur majeur de croissance des PME. Walter Kofi et Ismaël Doza. Objectif, actualiser et renforcer le plan stratégique qui guidera la société de conseil et d'assistance aux PME de Côte d'Ivoire, SOCACI, dans sa vision de transformer les PME en champions nationaux et internationaux. Une vision dont la poursuite a réuni les acteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et ainsi que des microfinances pour discuter des réponses stratégiques à l'accompagnement et au financement des PME. Le président du conseil d'administration de la SOCACI, Ali Badini, a assuré que le conseil est résolument engagé à apporter son soutien au développement des PME. L'objectif de cet atelier, justement, c'est d'identifier dans tous les canaux, tous les vecteurs, à même de permettre non seulement aux promoteurs des différentes PME, mais aussi à leur structure organisationnelle de connaître un pan nouveau vis-à-vis duquel la SOCACI serait amenée justement à accompagner l'ensemble des différentes étapes de développement de ces PME. Et cette initiative bénéficie de l'appui du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, représenté par Sylvain Conan, directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat. Le gouvernement a un dispositif d'accompagnement des PME et il est bon que les initiatives privées qui vont dans le sens du renforcement de l'écosystème puissent être appuyées. Et également, nous allons présenter les perspectives, les orientations stratégiques du gouvernement pour les PME pour les années à venir. Et c'est en cela que le ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, est associé à cette initiative-là. La SOCACI, initialement dénommée Société de cautionnement de Côte d'Ivoire, a été créée en 2015 afin d'apporter aux PME des garanties nécessaires et à leur demande de financement. Sur proposition du conseil d'administration visant à faire de la société d'assistance et de conseil des PME, la SOCACI devient la société conseil et d'assistance aux PME de Côte d'Ivoire à l'issue de l'Assemblée générale du 23 octobre 2020. C'est un moment de convivialité et de reconnaissance au sein de Palm Africa. Le comité de direction et l'ensemble du personnel ont présenté à l'Hôtel Ivoire leurs vœux de nouvel an au président du conseil d'administration, Kofi. Une cérémonie marquée par des hommages et l'annonce des grandes priorités pour 2025, notamment le développement de l'agroforesterie et un nouveau projet immobilier. Konena Norgo et Ayuba Doumbia pour le compte-rendu. Le comité de direction de Palm Afrique et les représentants du personnel se sont réunis ce vendredi 28 février 2025 à l'Hôtel Ivoire pour la traditionnelle présentation de vœux au président du conseil d'administration, Kofi. En présence du directeur général de la SOTRA, invité spécial, les membres de la direction, les chefs de département et de projet, ainsi que les délégués du personnel, tous sont passés présenter leurs vœux les meilleurs au PCA. Un moment propice pour Kofi pour dévoiler les priorités du conseil d'administration de Palm Afrique pour l'année 2025. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, de manière générale, il y a un déficit de 60 000 logements par an. C'est ce que nous disent les autorités. Palm Afrique veut participer à ce challenge-là, résoudre ce problème aussi.
comme on sait le faire, on l'a reçu dans l'agriculture, une opportunité nous est offerte pour de faire l'immobilier parce que nos terres sont maintenant des terres urbaines. Je pense qu'on va s'atteler à répondre et à résoudre cette équation. Ce rendez-vous a également été l'occasion pour le directeur général de Palmafrique de rappeler les avancées réalisées sous l'impulsion du PCA et de souligner l'impact positif de ces orientations stratégiques. Il y a une structure spécialisée qui a été constituée et qui s'appelle Palmafrique Immobilier. Ce qui marque bien que Palmafrique est toujours là. Ce sont les terres qu'elle exploite qui vont être progressivement utilisées pour les développements urbains. Donc voilà le schéma qui est fait. L'engagement de Palmafrique dans tout ce qui va lui être confié par l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire des aménagements de grande qualité. Pour mener à bien les projets, le directeur général et le conseil d'administration peuvent compter sur le secrétaire général Benjamin Laplot pour maintenir un climat de paix à travers le dialogue social qu'il pilote. Comme cadeau, la direction a offert au PCA une statue et une montre en guise de reconnaissance pour son engagement. Palmafrique entame ainsi l'année 2025 sous le signe de l'innovation et du renforcement de ses projets stratégiques. C'est sous les projecteurs et dans une ambiance de fête que Rimco Motor, l'un des concessionnaires automobiles les plus réputés d'Afrique de l'Ouest, a inauguré son tout nouveau showroom à Trècheville. L'événement, marqué par la présentation exclusive des véhicules électriques de la marque Kia, a rassemblé des personnalités et des passionnés d'automobile. Une cérémonie au cœur de la révolution de la mobilité électrique, suivie par nos reporters. Situé dans la commune de Marc Horizon 3, boulevard du Canal, le nouveau showroom de Rimco Motors est un véritable joyau architectural qui incarne l'innovation et le luxe. Cet espace moderne et innovant reflète l'engagement du concessionnaire à offrir une expérience client exceptionnelle. Une architecture lumineuse et épurée mettant en valeur une large sélection de véhicules thermiques et électriques. L'inauguration de ce showroom symbolise non seulement un nouveau chapitre dans l'histoire de Rimco Motors, mais aussi notre engagement sans faille envers l'excellence de l'innovation. Ensemble, continuons à bâtir le futur de la mobilité. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance. Dans cet espace moderne et raffiné, les visiteurs ont pu découvrir l'univers des marques Kia et GWM. La star de l'événement était sans conteste la gamme électrique de Kia. L'inauguration de ce showroom s'inscrit dans un contexte de transition énergétique en Côte d'Ivoire où le gouvernement réaffirme son engagement pour un secteur automobile moderne et écologique en soutenant les acteurs du secteur automobile pour garantir un parc plus moderne, plus sûr et en phase avec les enjeux écologiques et économiques du pays. Aujourd'hui, de plus en plus de concessionnaires, dont Rimco, s'installent à l'intérieur du pays, se rapprochent donc des clients pour assurer le service après-vente. Et c'est vraiment le retour donc, d'un marché automobile structuré, organisé dans le pays. Et ça permet aujourd'hui d'avoir ce regain-là. Donc je suis très content d'être là ce soir. Avec désormais 4 showrooms à Abidjan et des implantations stratégiques à Boaké, San Pedro, Daloa, Man et Odiéné, Rimco Motors dispose de plus grands réseaux de points de vente en Côte d'Ivoire. L'entreprise entend répondre aux attentes d'une clientèle exigeante tout en garantissant un service après-vente irréprochable. Poursuivant cette édition, la Fondation Aoui, située à Cocody, a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'endroit des femmes. Cet atelier avait pour thème « Comment fixer le prix d'un produit pour le rendre compétitif ». Il s'agissait pour la Fondation d'apprendre aux commerçantes les mécanismes de fixation du prix de leurs marchandises. Reportage de Philippe Zabo et Valentin Kra. C'est un public de qualité composé de nombreuses commerçantes qui a pris part à l'atelier de formation de la Fondation Aoui. Tout le monde a eu droit à la parole pour exprimer ses préoccupations et donner des pistes de solutions sur le thème « Comment fixer le prix d'un produit pour le rendre compétitif ». Pour l'expert du jour,
il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Donc, tenir compte de la concurrence, tenir compte de la demande, tenir compte de la législation même en vigueur sur le territoire où on veut investir également et tenir compte également aussi du prix psychologique. Et à partir de là, il faut penser à faire une segmentation à qui s'adresse notre produit ou notre service pour ne pas taper poteau comme on le dit. Et donc, il faut adapter tous ces paramètres-là pour véritablement faire un bon marché et véritablement s'implanter sur un territoire où véritablement réussir à s'imposer en termes de marque, en termes de produits. Avec les échanges et le partage d'expériences, aussi bien les startups que les commerçantes avertis ont compris la conférence. Ça a été une formation vraiment enrichissante qui m'a permis de savoir vraiment que par rapport à nos coûts de production, on est habilité à fixer le prix qui nous convient et en tenant compte vraiment de la concurrence et de l'environnement de notre marché. Pour la présidente de la Fondation A8, il faut multiplier ces cadres d'échange pour renforcer les capacités des femmes. Cet après-midi, par exemple, vous avez vu que nous avons autour de la table beaucoup de services de l'administration que l'État a mis en place pour faciliter l'activité, l'accompagnement. Mais ce qui manque, c'est ce cadre-là que nous créons régulièrement pour venir accompagner les femmes pour qu'elles aient un endroit où aller. Nous, par exemple, au niveau de la Fondation, on a ce cadre d'écoute que nous appelons la Fondation A8, où les femmes peuvent venir se renseigner parce que nous sommes en contact avec tous les services d'appui que l'administration a mis en place pour accompagner tous les entrepreneurs et dans tous les secteurs. Après cet atelier, la Fondation A8 compte se rendre à Boisflé dans le cadre de son programme A8 Permanence pour renforcer les capacités d'autres femmes. Changeons de chapitre, la 5e édition de la cérémonie de remise des clés aux acquéreurs de logements organisée par Adom Multiservices Entreprises s'est tenue dans la commune d'Anyama. Cette remise de clés vient marquer la volonté de l'opérateur immobilier à respecter ses engagements et de maintenir la confiance envers ses souscripteurs. Ce reportage est signé Michel Brou et Enoch Yahoo. Se sentir mieux chez soi, c'est le sujet de la joie exprimée par cette quarantaine d'acquéreurs de logements chez Adom Multiservices Entreprises de la cité Lilium. Une 5e édition inscrite dans la stratégie de développement de l'entreprise et qui marque la confiance renouvelée envers sa clientèle, un aboutissement pour les acquéreurs, mais également une confirmation de la capacité d'Adom à livrer des projets dans les délais impartis. Je voudrais leur dire merci, merci pour la confiance renouvelée, merci pour la résilience, parce que nous avons eu les meilleurs acquéreurs ici en Côte d'Ivoire qui ne se sont pas plaints. C'est vrai que par moments, il y avait des petits différends, mais qui sont très vite rentrés dans l'ordre parce que nous avons finalement achevé la construction de la cité. Et vraiment, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de faire des heureux aujourd'hui. Nous sommes fiers d'avoir participé à la joie, d'avoir participé à loger des familles, des enfants. Nous sommes fiers de donner ce cadre de vie à tous les acquéreurs qui nous ont fait confiance. Les acquéreurs ont pu apprécier la qualité des logements remis qui répondent aux normes modernes de confort et de sécurité. Les nouveaux propriétaires visiblement émus ont exprimé leur gratitude envers l'équipe d'Adom pour leur professionnalisme et leur soutien tout au long du processus d'acquisition. Aujourd'hui, nous sommes en joie. Moi, particulièrement, je suis dans la joie de recevoir la première fois. C'est vrai que nous avons eu d'autres projets, mais de mes mains, recevoir une clé d'une maison. Nous avons pris 2 maisons jumelées, c'est ça, pour en faire une. Et vraiment, c'est une joie pour moi. Cette cérémonie de remise des clés démontre l'engagement d'Adom Multiservices Entreprises envers l'excellence et la satisfaction de ses clients. L'entreprise continue ainsi d'écrire son histoire, logement par logement, dans l'espoir de bâtir des communautés durables et prospères. En Côte d'Ivoire, la reconversion des militaires est un enjeu stratégique pour leur employabilité et leur intégration économique. Grâce à des formations de qualité dispensées par le Centre de formation professionnelle de Côte d'Ivoire, ces anciens soldats acquièrent des compétences techniques adaptées au secteur porteur, notamment le BTP. Cette formation de 4 mois sera structurée en plusieurs phases. Découvrons les détails de ce reportage avec Zénab Dosso et Ayouba Doumbia. Ce sont des anciens militaires qui ont décidé de se reconvertir dans les secteurs porteurs, notamment le BTP. Pour faciliter leur insertion professionnelle, le CEFPROCI
centre de formation professionnelle se tient à leur côté à travers le programme de formation au pilotage d'engins spécialisés qui se tiendra sur 4 mois. Avec cette formation, le CEFPROCI, avec à sa tête Oumar Ouedraogo, entend renforcer leurs capacités et les préparer efficacement au métier de pilote d'engins spécialisés dans le BTP. Parler de reconversion, nous, on a cette tâche de les amener à accepter les nouvelles fonctions, m'exprimer ainsi. Donc la formation va se tendre sur 4 volets. Vous avez la phase pratique, la phase de simulation, la phase théorique et la phase préparatoire. Le programme de formation au pilotage d'engins spécialisés concerne 20 anciens militaires en situation de reconversion, bénéficiaires du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires en abrégé BARM. Voilà, donc ils ont été sélectionnés en fonction de certains critères, nécessairement avoir un permis militaire VLPL. Donc ils savent déjà conduire et ils veulent s'insérer dans le secteur du BTP. Voilà, donc c'est une orientation volontaire. Ça représente une satisfaction, puisque ce qui est engin, c'est vrai, nous-mêmes dans la vie militaire, les permis qui sont avec nous, c'est permis des engins. Voilà. Mais professionnel, vie civile, ça c'est une première fois pour le moment. Pour rappel, le CEFPROCI vise à offrir une formation professionnelle de qualité qui répond à la fois aux besoins du marché du travail et aux besoins en formation initiale ou de perfectionnement. Poursuivons ce journal. Les organisations fêtières des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPCI, et la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, FACI, mènent un plaidoyer actif auprès des secteurs publics et privés pour une meilleure inclusion professionnelle. Dans cette dynamique, la FACI a accueilli un atelier de plaidoyer visant à sensibiliser les syndicats et plateformes nationales. L'objectif, intégrer dans leurs négociations des mesures d'aménagement raisonnables pour faciliter l'accès et le maintien des travailleurs en situation de handicap dans l'emploi. Amikoro Bara et Enoch Yao. Cet atelier organisé le 24 février 2025 a pour objectif d'encourager les syndicats et plateformes nationales à intégrer la question de l'inclusion des travailleurs handicapés dans leurs négociations avec les employeurs. Cet atelier s'inscrit dans le contexte, dans le cadre d'une série de plaidoyers que nous avons entamés dans le but de pouvoir assurer l'inclusion des questions de handicap dans divers secteurs d'activité. Il y a quelques semaines, quelques mois, nous avons fait des ateliers avec par exemple les partis politiques et aujourd'hui c'était autour des grandes centrales syndicales que ça nous a permis d'échanger, de partager un peu nos aspirations en termes de ce que nous attendons et puis également techniquement de pouvoir formuler quelques petites recommandations qui permettraient à ces centrales-là qui sont, quoi qu'on dise, les porte-voix de tous les travailleurs, donc y compris des travailleurs handicapés, de pouvoir porter ces voix-là auprès de l'autorité pour que les questions de réadaptation professionnelle, les questions d'emploi, les questions de maintien d'emploi. À leur côté, des représentants du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que plusieurs syndicats de travailleurs, ont pris part aux échanges. Je voudrais indiquer que cet atelier a été une très bonne chose pour nous, parce qu'en tant que syndicalistes, nous nous battons pour l'ensemble des travailleurs. Et parmi ces travailleurs-là, il y a des personnes handicapées qui bénéficient des retombées de nos combats. Mais ici, nous avons appris qu'il fallait prendre en compte des spécificités de ces camarades-là et faire en sorte que leurs préoccupations spécifiques soient portées devant l'autorité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire aux syndicats d'essayer de rentrer en contact avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour avoir plus d'informations sur ce que nous faisons pour les personnes handicapées. Le renforcement des capacités des syndicats sur l'inclusion des travailleurs handicapés constitue une étape clé pour garantir un accès équitable à l'emploi. Bien que le cadre juridique en faveur de leur insertion existe, il reste essentiel d'outiller les syndicats afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de défenseur des droits des personnes handicapées.
Parlons religion dans ce journal. Le week-end dernier, l'église évangélique Assemblée des Saints a tenu une conférence de prière, un événement spirituel majeur rassemblant des fidèles et des hommes de Dieu sous le thème « L'heure de la restitution ». Cette rencontre a été un moment fort de prière et de témoignage. Ange Assemia et Ayuba Doumbia. Ce que l'ennemi a volé, Dieu le restaure. À travers le programme de l'EVAS, le thème de la restitution a résonné tout au long de la conférence. Un programme inspiré par Dieu à sa servante en vue de rendre plus productifs les chrétiens dans tous les domaines, mais au-delà d'apporter le réveil au sein de la communauté. Aujourd'hui, le constat est clair. On voit qu'on produit beaucoup d'efforts, mais on reçoit peu. On voit que sur le plan spirituel et sur le plan physique, on en a vraiment besoin, la restitution. Parce que, comme j'aime bien le dire, pour nous les chrétiens, tout ce que nos parents ont fait joue beaucoup contre nous. Mon objectif premier, c'est d'abord le réveil, que le chrétien se réveille. On a assez dormi, on doit se réveiller. Parce qu'une personne qui dort, quand tu dors, tout le monde peut décider de ton sort. Ce moment a été marqué par des prédications axées sur la foi, la persévérance et la confiance en Dieu. Les fidèles ont été encouragés à croire à une intervention divine dans leur vie. Le thème qu'elle a abordé est un thème vraiment au cœur même de l'actualité, parce qu'aujourd'hui on voit à travers tout le pays, on voit des expropriations, on voit beaucoup de choses qui se passent sur le plan physique. Mais au-delà du plan physique, c'est la dimension spirituelle, il faut voir. Je bénis d'abord Dieu, cette conférence a été très capitale, l'enseignement qui a été donné aujourd'hui touche la pointe fine du cœur de tout un chacun de nous. Alors que cette conférence de prière touche à sa fin, les participants repartent avec un nouvel espoir et une foi renouvelée pour l'Église, l'Assemblée des Saints. L'heure de la restitution n'est pas seulement un thème, mais une réalité à laquelle chaque croyant est invité à s'attacher. Restons dans la religion, l'église Notre-Dame de Lourdes de Niangon à Djamé a été célébrée. Une messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan et nouvellement créé cardinal. Cette célébration, marquée par la présence du Premier ministre Begré Mambé, intervient après celle organisée par l'archidiocèse d'Abidjan pour rendre grâce à Dieu pour la nomination de Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo comme cardinal. Sandrine Kwame et Christian Guy étaient sur place. Le cardinal Bessi-Dogbo, né le 17 août 1961 à Niangon à Djamé, a été nommé archevêque d'Abidjan en mai 2024. Sa nomination en tant que cardinal a eu lieu au Vatican le 8 août 2024. Les fidèles de l'église Notre-Dame de Lourdes, aux côtés de religieux et religieuses, ainsi que des membres de sa famille et de ses amis, se sont réunis en grand nombre pour cet événement exceptionnel. L'objectif de cette messe était de rendre grâce à Dieu pour ce moment de grande joie pour la communauté chrétienne. Le message, comme vous l'avez dit, c'est pour remercier le Seigneur. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, c'est le Seigneur qui agit. Parfois, on pense que tout vient de nous, c'est nous qui avons l'intelligence pour tout prévoir, pour tout organiser, mais en réalité, le Seigneur nous devance. Donc j'ai bien voulu, après l'annonce de ma création comme cardinal, venir dans mon village célébrer une messe pour remercier le Seigneur et remercier aussi les gens du village. Le cardinal a profité de l'occasion pour inviter sa communauté à pratiquer des élections apaisées. Mais l'année électorale, c'est pour faire quoi? C'est pour faire élection. Élection là c'est quoi? On prend un bulletin, on dit moi c'est celui-là que je veux. Et puis l'autre aussi il prend un bulletin, il dit moi c'est celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans? Donc nous souhaitons et nous prions pour ça, que les élections en Afrique là soient des élections et pas la guerre. Cette cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre ivoirien Begré Mambé et plusieurs autorités administratives et villageoises de Niangon à Djamé. À la fin de la messe, le cardinal Ignace Bessi-Dogbo a donné sa bénédiction à tous les participants, y compris les personnalités politiques et administratives présentes.
Cette messe a été l'occasion pour la communauté chrétienne de marquer son profond respect et sa gratitude envers l'élévation de l'un des siens au plus haut rang de l'Église catholique. Place à la culture à présent, les populations du village d'Abadjan-Kouté ont vibré au rythme de la cérémonie d'investiture du chef du village Djomon-Bana Calixte dans la commune de Sangan. Cet événement visait à présenter le chef aux communautés villageoises, de leur permettre d'accueillir leur nouveau leader et de lui remettre officiellement son arrêté de nomination. Michel Brou nous informe. À la place publique du village d'Abadjan-Kouté, l'ambiance était rythmée par des chants traditionnels et des danses folkloriques à l'investiture du chef du village, Djomon-Bana Calixte. Cet événement symbolique a mobilisé plusieurs convives composés de notables, de représentants des autorités locales et des membres de la communauté d'Abadjan-Kouté. L'un des moments clés de la cérémonie a été la remise officielle de l'arrêté de nomination à Djomon-Bana Calixte, signe de son autorité et sa responsabilité pour le développement de la commune, mais aussi ses capacités à rassembler et guider les villageois. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous ce matin au nom de la génération Chagua. Nous voulons saluer et souhaiter à tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement à Abadjan-Kouté la chaleureuse bienvenue et un bon séjour parmi nous. À l'occasion de l'investiture officielle de notre chef Djomon-Bana Calixte. Monsieur le chef, je voudrais vous exhorter à dépasser ces querelles intestines qui ne font que retarder le développement de ce si beau village et à privilégier l'intérêt général. Population, le respect du chef doit être de mise et toute contestation doit être résolue par le dialogue constructif et le respect mutuel. Félicitations à vous, chef Djomon Calixte, pour le choix de votre modeste personne à la tête de ce beau village, que dis-je, de cette coquette ville. Oui, vous avez été choisi pour le gouverner, pour le diriger. Mais on ne gouverne, on ne dirige qu'en servant. Donc pour le servir. À 62 ans, Djomon-Bana Calixte, né le 21 octobre 1962, devient le 9e chef d'Abadjan-Kouté, succédant à Bertin Kouton Yorokwaa de la génération Doubo. Il est professeur de philosophie au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Direction Boaké en activité depuis plus de 3 ans, le réseau des jeunes dynamiques en Côte d'Ivoire, en abrégé RJDCI, a officialisé récemment son existence sur le terrain. Ce mouvement de jeunesse a effectué à cet effet sa rentrée solennelle pour dresser le bilan de ses activités et surtout marquer son engagement à contribuer au développement de Boaké. Notre reporter régional Emmanuel Bonzo a pris part à cette cérémonie suivant son reportage. À cette rentrée solennelle, les jeunes membres de RJDCI se sont mobilisés massivement à la place de la paix de Boaké. Une occasion pour montrer aux yeux des autorités que ce mouvement de jeunesse est engagé et déterminé à contribuer aux initiatives de développement de la région de Boaké et surtout de la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, le réseau des jeunes dynamiques de Côte d'Ivoire a déjà fait ses preuves à travers d'importantes actions sur le terrain en faveur de la jeunesse. Aujourd'hui, le réseau des jeunes dynamiques de Côte d'Ivoire regroupe environ plus de 4000 jeunes. Cela est une grande satisfaction pour nous en tant que premiers responsables de ces structures. Nous avons connu beaucoup de difficultés, mais nous sommes arrivés ici aujourd'hui et la rentrée solennelle est une réalité. À nous, les jeunes, de prendre notre avenir en main, à nous, les jeunes, de prendre notre récession en main, à nous, les jeunes, d'être facteurs de cohésion sociale et de paix. Cette activité a eu pour thème « Jeunesse, insertion socio-professionnelle et cohésion sociale », une thématique qui a fait l'objet de conférences prononcées par le professeur Ba Henri, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Je leur ai présenté leurs atouts, qui sont des atouts aujourd'hui qui devraient leur permettre de s'insérer dans le tissu social parce qu'ils sont une jeunesse du numérique habituée à manipuler le numérique. Le ministre-maire Amadou Koné a salué la grande mobilisation des jeunes membres du RJDCI. Il les a surtout exhortés à prendre toute leur part dans les grandes transformations opérées à Boaké et en Côte d'Ivoire. Je suis très fier des jeunes de Boaké qui, depuis quelques années, sont très engagés à nos côtés, très engagés
pour Bouaké et qui sont en train de travailler, donc qui se sentent concernés par le projet Bouaké Nouveau. Ce projet suscite pour ces jeunes-là beaucoup d'espoir. C'est donc avec beaucoup d'engagement et de promesses que le réseau des jeunes dynamiques de Côte d'Ivoire est tourné vers l'avenir afin de réaliser de grandes ambitions au profit de la jeunesse. Comme annoncé au sommaire, Abengourou a désormais sa représentation régionale de la MUJFC. Ce siège régional permettra de prendre à temps réel et efficacement les préoccupations et les besoins des fonctionnaires et agents de l'État des régions de l'Indénié, Djuablin et Morounou. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a procédé en personne à l'inauguration de cette bâtisse imposante qui fait la fierté des fonctionnaires de la cité royale de l'Indénié. Suivant le compte rendu de Anissé Kwadjo, notre correspondant sur place. Plusieurs adhérents de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUJFC, de la région de l'Indénié-Djuablin, se sont retrouvés à Abengourou pour l'inauguration de leur représentation régionale. Ce siège de la MUJFC, très imposant au cœur du quartier plateau d'Abengourou, est bâti sur 3800 mètres carrés. Le premier bloc comprend une salle polyvalente de 400 places, 2 bureaux, une cuisine, 2 terrasses, des toilettes visiteurs, un bureau pour le conseil consultatif. Et le second bloc, destiné à l'administration, comprend une salle d'accueil pouvant recevoir 100 personnes, 2 guichets, un bureau pour le chef de la représentation, 2 bureaux en open space, une salle informatique et bien d'autres compartiments. C'est un élément indispensable pour le bien de tous les adhérents. Pour toutes vos préoccupations liées à la MUJFC, nos équipes se tiennent à votre entière disposition par notre action. Les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'ils peuvent atteindre les sommets de l'excellence dans la gestion de la chose commune. Aujourd'hui, on est fiers d'être mutualistes. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui salue cette vision des responsables de la MUJFC qui cadre avec les priorités du gouvernement ivoirien. L'extension du réseau des représentations de la MUJFC à travers le pays est une illustration parfaite de l'engagement du gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, à renforcer le système de protection sociale de notre pays. Cette représentation du siège d'Abengourou est une véritable étape vers un meilleur accès aux soins pour tous, salué par l'ensemble des mutualistes. Nous sommes vraiment émus que le conseil d'administration se soit penché sur nos sollicitations pour nous offrir ce joyau qui va nous permettre d'éviter les longs déplacements sur Abidjan et de pouvoir satisfaire les mutualistes de la région. Soulignons que la représentation de la MUJFC à Abengourou est la plus grande et moderne de toutes les représentations de la MUJFC sur l'étendue du territoire national. Et à Yamoussoukro, l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de réflexion stratégique axé sur l'engagement politique et la planification pour une transformation durable du secteur agricole. Cet événement visait à évaluer les actions des organisations professionnelles agricoles, à identifier les défis, notamment le manque d'accès au financement, et à explorer les perspectives d'avenir. Il a aussi pour but de fournir aux étudiants des compétences pour mieux comprendre le milieu agricole. Charles Kwaku, notre correspondant sur place également. L'Association nationale des organisateurs professionnels agricoles de Côte d'Ivoire, la NOPACI, a tenu ce mardi 25 février 2025 à Yamoussoukro un atelier de réflexion stratégique à l'École nationale d'agronomie de l'INPHP. Cet événement, centré sur l'engagement politique et la planification, vise à promouvoir une transformation durable du secteur agricole en Côte d'Ivoire. L'objectif principal de cet atelier est d'évaluer les actions entreprises par les organisations professionnelles agricoles en matière d'engagement politique et de planification stratégique. Et Félix Houphouët-Boigny nous disait, oui, il faut laisser plus, n'est-ce pas, aux générations qui nous succèdent, même si on a reçu beaucoup moins de ceux qui nous ont précédés. Donc nous avons cette grande responsabilité devant vous, devant l'histoire, de faire en sorte effectivement que demain, en disant que je vais être éleveur de poulets, maïsiculteur, éleveur bovin, etc., etc., vous dites j'y vais en toute sérénité. J'invite les jeunes, surtout les jeunes de la relève, pour dire que le secteur agricole est un secteur, quelles que soient les difficultés que nous avons, si vous avez la passion, vous allez rentrer dedans et vous allez rester. Parce que l'agriculture aujourd'hui, dans le contexte actuel, nourrit bel et bien son homme. Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis demeurent.
L'accès au financement reste particulièrement limité pour de nombreux producteurs, ce qui entrave l'adoption des pratiques agricoles durables et la modernisation des exploitations. Les jeunes ne s'intéressent pas à la terre parce que c'est malheureux. Vous voyez, à ce 21e siècle, les gens travaillent encore avec la daba. Et vous voyez qu'on parle de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Moi, je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, l'agriculture n'est pas réelle. Voilà, il faudrait que l'État pense à vraiment financer ce secteur. Cet atelier de la NOPACI a permis de dresser un état des lieux des actions menées par l'OPA en matière d'engagement politique et de planification stratégique. Il a permis également de mettre en lumière les défis à relever et les perspectives d'avenir pour une transformation durable du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve le week-end prochain avec d'autres actualités économiques. Au revoir.